Perdre un parent est sans doute l'une des choses les plus douloureuses de la vie. Aujourd'hui, je pense en particulier à ceux qui ont perdu un parent pendant leur enfance. Ça laisse un vide. Que ce soit à cause d'une séparation, d'une maladie, d'un accident ou d'une disparition. Dans notre histoire, c'est une disparition. Comment se remettre de la disparition inexpliquée d'un proche, de n'avoir jamais de conclusion, jamais de réponse ? Ce doit être terrible, un point d'interrogation qui plane sur nous toute notre vie. Mais parfois, rarement, il y a des réponses. Parfois, des affaires vous font alors remettre en question toutes les disparitions dont vous avez entendu parler. C'est ce genre d'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire d'une mère qui a disparu sans laisser de traces. Et quand des réponses ont finalement vu le jour, elles n'ont peut-être fait qu'embrouiller encore plus tout le monde. Brenda Heist était une enfant de l'armée de l'air, ce qui signifie que sa famille, comme beaucoup de familles dans l'armée, déménageait beaucoup. Et chaque fois qu'elle commençait à s'installer dans une nouvelle école et à se faire des amis, elle était déracinée à nouveau. Et au fil du temps, comme on peut l'imaginer, cela a rendu difficile pour Brenda de nouer des liens avec les gens. Ainsi, lorsqu'elle s'est mariée et a fondé sa propre famille à l'âge adulte, elle a voulu s'assurer que la vie de ses enfants soit stable. Qu'ils aient la stabilité qu'elle n'avait jamais eue à leur âge. Et c'est exactement ce qu'elle a réussi à faire. Lorsqu'ils se sont mariés, Brenda et Lee Heist avaient eux-mêmes beaucoup déménagé, vivant à Hawaï et en Alaska, travaillant dans la restauration. Mais lorsque leurs enfants ont atteint l'âge d'aller à l'école, le couple a déménagé en Pennsylvanie et s'y est installé, achetant une maison à 2 étages dans la ville de Lititz en 1988. Lee travaillait alors comme responsable administratif pour une entreprise de photocopieuse et Brenda était serveuse avant de prendre un emploi de comptable chez un concessionnaire automobile. Malheureusement, leur mariage commença bientôt à se dégrader. Même si Lee avait 13 ans de plus qu'elle, Brenda considérait son mari comme immature et irresponsable. Il avait du mal à gérer son argent et cela créait un fardeau pour toute la famille, les laissant accablés de dettes et en proie aux difficultés financières. De plus, la communication entre eux était médiocre, voire inexistante. À l'automne 2001, Brenda décide qu'il est temps de mettre un terme à son mariage avec Lee. Elle demande le divorce. Mais hors de question que ses enfants soient malheureux, ils sont sa priorité numéro 1. Elle veut s'assurer que même si Lee et elle se séparaient, il y aurait peu de changements dans la vie et les habitudes de ses enfants. Elle veut donc faire en sorte que ses enfants continuent à fréquenter les mêmes écoles et que leur famille se sente toujours comme une famille. Sa séparation d'avec Lee s'est donc déroulée dans le calme et le respect, pour le bien de tous. En fait, c'était même le genre de divorce qui, en matière de divorce, donnait envie à leurs amis. « Si nous devons divorcer, leur a dit un ami, nous voulons le faire comme vous. » Les Heist ont même accepté de continuer à vivre ensemble, en famille. Et ils continuaient à passer les vacances ensemble et même à assister à des événements ensemble. Enfin, ils ont réussi, pour un temps. C'était difficile, et comme l'endettement croissant du couple poussait la maison de plus en plus près de la saisie, ils ont réalisé qu'ils allaient devoir vendre la maison et se séparer, divisant le foyer en 2 foyers distincts. Concernant les enfants, il a été décidé que Brenda aurait la garde complète et que Lee aurait toujours des droits de visite ouverts afin qu'ils puissent voir les enfants quand ils le voulaient. Début 2002, ils ont commencé à préparer la maison afin de pouvoir la mettre en vente au printemps. Ils ont convenu d'emménager dans des maisons voisines dans le même district scolaire afin que Morgan, leur fille, et Lee Junior, leur fils, puissent continuer à fréquenter les mêmes écoles. Car rappelez-vous, c'était important pour Brenda. Donc en février 2002, elle a commencé la recherche d'un nouvel endroit où vivre tout en s'adaptant à sa nouvelle vie. Le vendredi 8 février 2002 débute comme un jour ordinaire. Brenda a posé son jeudi et son vendredi pour avoir le temps de chercher un logement. Et après une longue journée d'école, content d'être en week-end, Morgan, 8 ans, et Lee Junior, 12 ans, rentrent chez eux, mais trouvent la maison vide et leur mère absente. Mais ce n'était pas inattendu, car avant de partir à l'école ce matin-là, Brenda avait réuni ses enfants et leur avait dit qu'elle serait peut-être au magasin quand ils rentreraient à la maison cet après-midi-là. En fait, elle l'a même mentionné à plusieurs reprises. Il est environ 14 heures. Les enfants allument la télé et attendent que leur mère revienne.
Une demi-heure passe, toujours personne. Les enfants pensent que maman aurait sûrement dû rentrer à la maison maintenant. Ce n'est pas habituel. Mais ils décident d'attendre encore un peu. Et puis, un peu après 15 heures, Morgane, 8 ans, se met à pleurer. Elle s'inquiète pour sa mère et a l'impression que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas habituel. Les enfants appellent leur père, Lee, à son bureau de Valley Forest où il travaille, à plus d'1 heure de route. Au téléphone, leur père leur dit d'attendre encore un peu. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle discute. Rappelez-moi dans 1 heure si elle n'est toujours pas là. 1 heure passe. Lee Junior rappelle son père. Il dit d'attendre encore un peu, qu'il y avait peut-être beaucoup de monde au magasin ou quelque chose comme ça. Continuez à regarder la télé, je serai bientôt à la maison. Et puis, 1 autre heure s'écoule. Le ciel devient orange au fur et à mesure que le soir approche. C'est Morgane cette fois qui téléphone à leur père, paniqué et en larmes. Au téléphone, il lui dit « Ok, encore 20 minutes, attendons encore juste un peu, et si elle ne revient pas, on fera quelque chose. » Les enfants attendent donc 20 minutes supplémentaires, mais Brenda ne rentre toujours pas à la maison. Alors, peu avant la fin de sa journée de travail, Lee prend sa voiture et se dépêche de rentrer chez lui. Même avec encore 1 heure d'attente de plus, le temps du trajet, aucune nouvelle de Brenda. Une fois arrivé, voyant la détresse de ses enfants, Lee appelle la police qui décide d'émettre un avis de recherche. Il pense peut-être que sa femme s'est enfuie. Elle avait beaucoup de choses en tête avec le divorce imminent et la vente de la maison. Le frère de Brenda, Bill Copenhaver, a également pensé au début que c'était peut-être ce qui s'était passé. Peut-être qu'elle a juste pris un peu de temps libre pour le week-end, pour souffler un peu. La dernière fois que Bill a parlé à sa sœur, c'était 10 jours plus tôt, et elle semblait stressée, mais il a aussi eu l'impression que malgré tout, elle avait encore tout sous contrôle. La mère de Brenda, Jean, lui a parlé 2 jours plus tôt, et rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Bien sûr, tout le monde s'accorde à dire qu'elle était stressée dernièrement, mais Brenda était toujours Brenda. Jean est interrogée. Elle se souvient bien de la conversation qu'elle a eue avec sa fille ce jour-là. Elle dit que Brenda semblait enthousiasmée par les activités de ses enfants, par l'équipe de basketball de sa fille Morgane ou les bonnes notes de son fils Lee Junior. Tout le monde est catégorique. Brenda est une mère incroyable. Jamais, jamais elle n'aurait abandonné ses enfants. Les enquêteurs de la police examinent l'ordinateur de Brenda mais ne trouvent rien. Rien dans ses correspondances qui puisse donner le moindre indice sur ce qui lui est arrivé. Ils cherchent une liaison, un signe de double vie, mais rien. De plus, ses relevés téléphoniques semblent normaux également. Tout le monde est perplexe. Comment une mère si soucieuse du bien-être de ses enfants peut-elle les laisser seuls à la maison et disparaître ? La peur, l'inquiétude et la panique envahissent ceux qui se soucient de Brenda, alors que les heures d'absence de la mère de famille se transforment en jours. Et puis, 5 jours après qu'elle ait été vue pour la dernière fois, la voiture blanche de Brenda est retrouvée garée dans une rue de la ville de York, à environ 50 km de là, à 4 pâtés de maison de la gare routière. Bon, enfin une piste. Peut-être qu'elle s'est enfuie, qu'elle a pris un bus. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune trace que Brenda avait acheté un billet. À cette époque, les billets de bus, tout comme les billets de train et d'avion, nécessitaient que quiconque achète un billet présente une pièce d'identité. À ce propos, ils ont également vérifié les registres des compagnies aériennes et des trains, mais ils n'ont trouvé aucune trace de Brenda là-bas non plus. Il n'y a donc aucune preuve qu'elle ait pris les transports en commun pour partir. La police décide alors de saisir sa voiture pour la fouiller à la recherche d'indices potentiels. Et à part le fait que ses clés ont disparu, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Il n'y a aucun signe de lutte, de violence ou d'acte criminel. Pas de sang non plus à l'intérieur du véhicule. Pareil pour sa maison, au passage. Il ne trouve aucun signe de lutte ou d'effraction. Rien n'a été trouvé nulle part qui puisse suggérer que Brenda ait pu parler à un autre homme de façon poussée, comme un amant ou quelqu'un avec qui elle aurait décidé de partir. Elle n'a séjourné dans aucun hôtel du quartier. Mais le plus étrange, c'est qu'aucun des commerçants locaux ne l'a vue. Pourtant, souvenez-vous, elle a répété plusieurs fois à ses enfants qu'elle allait au magasin ce jour-là, pour qu'ils ne s'inquiètent pas de ne pas la voir en rentrant de l'école. Bizarre. La photo de Brenda passe de nombreuses fois à la télévision et dans les journaux, les médias locaux couvrant sa disparition avec ferveur.
Mais ça n'a généré aucune piste. C'est un véritable mystère. Brenda, mère de famille, a disparu sans laisser de traces. La seule chose sur laquelle la police peut se baser, qui sort de l'ordinaire, c'est que peu avant sa disparition, Brenda a retiré environ 2000 $ des comptes bancaires familiaux et qu'elle n'a pas déposé ses chèques de paie. Également, elle aurait volé 200 $ d'une petite caisse sur son lieu de travail. Mais rien de tout cela ne suffit à Brenda pour quitter la ville et commencer une nouvelle vie ailleurs. Et encore une fois, personne parmi ceux qui la connaissent ne croit qu'elle soit capable d'abandonner ses 2 enfants. Brenda était une mère très protectrice, très impliquée dans tous les aspects de la vie de ses enfants. Elle entraînait l'équipe de basket de sa fille, elle faisait du bénévolat à l'école, c'était le genre de mère qui gardait un œil vigilant sur ses enfants et savait toujours où ils étaient. En fait, pour certains, sa relation avec ses enfants était même un peu trop intense. Elle vivait pour ses enfants. Donc, la seule solution qui reste à la famille de Brenda, c'est d'attendre. Attendre un signe, attendre qu'elle passe la porte. Mais les enquêteurs ont une piste en tête. Car quand une femme disparaît subitement sans laisser de traces, qui est soupçonné en premier? Le mari, bien sûr. L'enquête, menée par le détective John Schofield, se concentre donc sur une seule personne, Lee Haste, le mari, ex-mari. Lee est interrogé. Il raconte ses activités le jour de la disparition de Brenda. Il déclare qu'il est arrivé au travail ce matin-là à Valley Forge, à plus d'1 heure de route. Brenda, elle, est partie ce matin-là à la recherche d'un logement. Et juste avant le déjeuner, il dit qu'il a appelé chez lui depuis le travail et qu'ils ont discuté un petit moment, ce qu'ils faisaient tous les jours. Elle s'attendait à recevoir un appel de sa part, même après leur séparation. Ils ont continué cette tradition. Ils ont parlé un peu de la lessive à faire et du dîner du soir, des côtelettes de porc en train de décongeler dans le réfrigérateur. Il lui a dit qu'il risquait de rentrer tard du travail ce soir-là, et elle lui a répondu de s'assurer de téléphoner avant de partir, afin de connaître l'heure approximative de son arrivée à la maison. Une conversation tout à fait banale. Rien ne lui semblait anormal, et c'est tout ce qu'il a pu offrir aux enquêteurs, qui ont ensuite vérifié son alibi, et il semble que cela n'ait pas posé de problème. Il confirme qu'il a travaillé toute la journée du petit matin jusqu'à son départ, bien après que ses enfants l'aient appelé pour signaler la disparition de Brenda. Dans une interview donnée au Lancaster New Era, Lee se dit que Brenda en avait peut-être trop sur le cœur et qu'elle avait peut-être besoin de s'éloigner. Il affirme que si elle décidait de revenir, sa famille l'accueillerait à bras ouverts. Il dit, je cite, « Il n'y aura pas de rancune. Tout ce qui m'intéresse, c'est son retour sain et sauf. C'est elle qui décide. Je veux lui faire savoir que je suis là pour l'aider de toutes les manières possibles. » Lee, donc, penche pour un départ orchestré. Mais après tout ce qu'ils ont entendu de la part de leurs amis et de leur famille, les enquêteurs, eux, n'y croient pas. Et puis, rien ne prouve non plus qu'elle a emporté quoi que ce soit avec elle. Tous ses vêtements sont encore dans son placard. Son maquillage a été laissé sur place, ainsi que sa brosse à dents. Les plats du petit déjeuner sont dans l'évier et les côtelettes de porc sont encore en train de décongeler dans le réfrigérateur. Et plus Brenda reste introuvable, plus ses amis et sa famille commencent à soupçonner un acte criminel. Et même si l'alibi du mari est vérifié, le détective Schofield reste méfiant à son égard. Mais bien sûr, Lee a insisté dès le début sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec cela. Mais les maris le font toujours. La police a donc rappelé Lee au commissariat pour un test polygraphique, que Lee passe avec brio. Mais la police continue à l'interroger et à l'interroger, avant de finir par le relâcher, tout en se disant qu'il reste leur principal suspect. Pendant ce temps, au fil des semaines, Bill, le frère de Brenda, qui vit au Texas, garde espoir que le téléphone sonne avec sa sœur au bout du fil. Mais plus les mois passent, plus les membres de la famille de Brenda craignent le pire. Ils se disent que Brenda est sûrement décédée. Plein d'autres éventualités sont aussi envisagées. Une dépression nerveuse, une amnésie, un accident, un enlèvement. L'incertitude qui entoure toute cette situation les torture. C'est le père de Brenda qui est le plus touché. Il lutte contre une maladie qui s'est rapidement dégradée après la disparition de sa fille. En fait, il n'a même pas survécu à la fin de l'année. En décembre 2002, le père de Brenda décède, sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa fille.
Et quand Brenda ne s'est pas présentée à l'hôpital où il était en train de mourir et n'a pas non plus assisté à ses funérailles, c'est là que les pires craintes de tout le monde ont été confirmées. Quelque chose de terrible lui est arrivé. Il le savait. Soit elle était retenue captive quelque part, soit elle a été kidnappée et tuée. Pendant ce temps, Lee et les enfants reçoivent également le soutien de leur église. Le pasteur a agi comme fiduciaire au nom de Brenda lorsque la maison a finalement été vendue afin d'éviter une saisie. Ils n'ont donc pas tiré beaucoup d'argent de cette vente. Lee a dû quitter son emploi après la disparition de Brenda pour s'occuper des enfants quelque temps. Quand il a voulu retourner dans le monde du travail, il n'a pas réussi à trouver rapidement, ce qui n'a fait que les endetter de plus en plus. Il faut dire que c'est difficile de trouver du travail quand tu es lourdement suspecté d'avoir fait disparaître ta femme. Dans le coin, tout le monde parle de lui dans son dos en disant qu'il lui a fait quelque chose. Mais pourquoi l'aurait-il fait ? Il ne semble pas qu'il y ait d'argent ou d'assurance vie, car de toute manière, pour la police d'assurance, il faut un corps. Et puis, en plus de ça, la vie de Morgan et Lee Junior a énormément changé, parce que beaucoup de parents du quartier ne laissaient plus leurs enfants les fréquenter. Tout cela met Lee à rude épreuve, et sa frustration envers la police locale ne fait que s'accroître. Un jour, il atteint son point de rupture. Il écrit une lettre de 5 pages aux enquêteurs pour exiger des réponses et de la transparence. Il veut que la police lui dise officiellement qu'il n'est plus suspect. Après tout, il a un alibi en béton, il a passé le test polygraphique avec brio, et il n'avait aucune raison de faire du mal à sa femme. Alors pourquoi ne s'intéresse-t-il qu'à lui ? Il veut savoir pourquoi ils n'ont pas fait appel à des agences extérieures, comme le FBI, et pourquoi l'affaire n'a pas eu d'écho national. Mais une partie de sa motivation en écrivant cette lettre était de signaler à la police qu'il était toujours déterminé à découvrir ce qui est arrivé à Brenda. Et en réponse à la lettre, le détective Schofield l'a convoqué au commissariat pour lui donner au moins une partie de la transparence qu'il souhaitait. Schofield explique que plus de 2 douzaines de personnes ont été interrogées et que les informations sur Brenda ont été enregistrées dans le système national d'information criminelle comme personne disparue et que son ADN a été ajouté à la base de données nationale. Il déclare qu'ils ont suivi plusieurs pistes, que tout le monde était encore suspect, surtout si l'on considère qu'ils n'ont toujours aucune idée de ce qui est arrivé à la mère de famille. À la fin de l'année 2003, 2 ans après la disparition de Brenda, Lee et les enfants ont déménagé dans une maison mitoyenne où seule la trace de Brenda est désormais une vieille photo accrochée au mur du salon. Lee a finalement dû donner les vêtements et les affaires de Brenda. Morgan et Lee Junior sont en thérapie et ne parlent de la disparition de leur mère qu'avec leur père. La mère de Brenda, Jean, a cessé d'attendre des nouvelles de sa fille. À chaque fois qu'elle entendait parler de la découverte du corps d'une femme, elle attendait simplement la confirmation qu'il s'agissait bien de celui de Brenda. Mais cela n'a jamais été le cas. Au cours des années qui ont suivi, l'espoir s'est complètement estompé. 7 ans d'attente, 7 ans d'incertitude et de chagrin. 2 des 5 frères de Brenda sont morts. La mère de Brenda a déménagé au Texas. Le fils et la fille de Brenda ont grandi. Lee Junior est au lycée et joue dans l'équipe de football, et est d'ailleurs très doué. Le détective Schofield est devenu très proche des enfants au fil des ans. Il assiste à tous les matchs et il mange des pizzas avec eux. En fait, il n'a jamais abandonné ses efforts pour résoudre la disparition de Brenda. C'est l'une de ses affaires qui le hante, et il a gardé son dossier sur son bureau pendant toutes ces années. Le numéro de sécurité sociale de Brenda est activement surveillé, mais il n'y a jamais eu d'activité. Et aucune carte de crédit n'a jamais été ouverte à son nom. Schofield considère officieusement cette affaire comme une affaire d'homicide. Il croit vraiment que Brenda a été kidnappée et assassinée. Et c'était tout. Il commence également à douter que l'affaire soit un jour résolue. Lee Junior termine le lycée et s'inscrit à l'université de Westchester pour étudier la justice pénale. Morgan poursuit ses études secondaires, excelle dans les sports, puis obtient son diplôme avec d'excellentes notes et commence à fréquenter l'université de Westchester, comme son frère. Lee a fini par retrouver du travail en tant que formateur dans une chaîne de supérettes. Il rencontre finalement une autre femme et le couple envisage de se marier. Mais il y a un hic. Officiellement, Brenda n'a jamais été déclarée morte. Donc impossible pour Lee de se remarier. À l'été 2009, il commence à s'intéresser aux démarches nécessaires pour déclarer légalement Brenda comme décédée.
Cela ramène la disparition de Brenda Heist sur le devant de la scène, ainsi que le fait qu'il existe bien une assurance vie de 100 000 $, malgré le fait que Lee ait insisté sur le fait que ce n'était pas sa motivation. Et d'un côté, comment lui en vouloir? Il dit lui-même qu'il aimerait juste laisser le passé derrière lui, qu'il veut aller de l'avant, qu'il a reconstruit sa vie et que c'est la dernière étape pour que tout soit terminé. Brenda Heist est donc déclarée légalement morte le 4 juin 2009 et la prime d'assurance vie de 100 000 $ est versée à Lee. Quelques années passent. En avril 2013, cela fait plus de 11 ans que Brenda a disparu. Lee Jr. obtient son master. Il s'entraîne pour devenir policier. Forcément, c'est le mystère de la disparition de sa mère qui a influencé son parcours professionnel. Il espérait même pouvoir un jour travailler sur cette affaire non résolue qui lui tient tant à cœur. Finalement, lors d'un vendredi soir banal au commissariat de Lititz, la sonnerie du téléphone retentit. Cet appel va tout remettre en question. Le mystère de la disparition de Brenda Heist est sur le point d'être résolu. Et cet appel vient d'un autre service de police situé à plus de 1600 km de là, près de l'extrémité la plus au sud des États-Unis, à Key Largo, en Floride. Une femme, qui semblait être sans abri, est entrée dans le bureau du shérif du comté de Monroe, s'est adressée à un policier et lui a expliqué qu'elle était en probation et qu'elle avait récemment été arrêtée sous un faux nom. Mais plus important encore, elle a déclaré qu'elle était une personne disparue. Et son vrai nom, c'est Brenda Heist. Ils ont alors appelé le département de police de Lititz. Et dès que le détective Schofield a été informé de cette affaire, il a demandé à l'agence de Floride de lui envoyer par email une photo de la femme. Le visage de Brenda était gravé dans sa mémoire. Et quand il a vu la photo de la sans-abri, il l'a immédiatement reconnue. C'était bien Brenda. Alors, avant d'appeler Lee, avant de parler à qui que ce soit, il monte dans un avion et s'envole pour la Floride. À son arrivée, il se retrouve face à face avec la femme disparue qu'il a longtemps présumée morte et qu'il a hantée pendant toutes ces années. Le seul type d'appel téléphonique auquel il s'attendait depuis tout ce temps, c'était celui lui annonçant que ses restes avaient été découverts. Mais maintenant, en 2013, Brenda est bien là, devant lui, en vie. Et honnêtement, elle a l'air en piteux état. Elle semble très clairement avoir vécu dans la rue, sans prendre soin d'elle-même. Elle est émaciée, ses cheveux sont teints en blond, elle a de lourdes poches sous les yeux et ses dents sont en très mauvais état. Schofield a du mal à y croire. « Beaucoup de gens te cherchent depuis longtemps. Où diable étais-tu passé ?» lui demande-t-il. Brenda baisse la tête. Elle commence à raconter à Schofield toute l'histoire à partir du jour où elle a disparu en février 2002. C'était un vendredi. Elle explique qu'elle avait en fait pris 2 jours de congé pour chercher un logement. C'est après avoir réalisé qu'elle ne pourrait pas subvenir aux besoins de ses enfants et vivre de manière indépendante avec le salaire qu'elle gagnait, qu'elle s'est mise en route ce vendredi matin pour déposer une demande d'aide financière au gouvernement. Mais sa demande a été refusée. Et ce fut un coup dévastateur pour elle. Elle était désespérée, elle ne voyait aucune solution. Elle dit qu'elle s'est rendue dans un parc du quartier, qu'elle s'est assise sur un banc et qu'elle a pleuré. C'est alors qu'elle a été abordée, selon elle, par 3 sans-abri, 2 hommes et une femme, qui lui ont demandé ce qui n'allait pas. Ils ont entamé une conversation avec elle et se sont rapidement liés d'amitié. Les sans-abri lui ont dit qu'ils partaient ce jour-là pour échapper au froid et qu'ils allaient se rendre dans le sud de la Floride où il faisait toujours bon. Ils allaient faire de l'autostop, ont-ils dit, et Brenda était plus que bienvenue si elle le souhaitait. Et donc, Brenda dit au détective Schofield qu'elle a pris une décision impulsive, totalement sur un coup de tête. Rien de tout cela n'était prévu. Et elle est partie, avec ses 3 sans-abri. Elle explique qu'elle a d'abord conduit sa voiture jusqu'à l'endroit où elle était retrouvée, dans la ville de York. Puis, elle et le trio ont fait du stop jusqu'à Key West. Le voyage vers le sud leur a pris environ 1 mois, raconte-t-elle. En chemin, ils ont dormi dans des tentes cachées parmi les arbres. Et pendant les 10 ans qu'elle a vécu dans le sud de la Floride, elle a dit avoir dormi sous des ponts, récupéré de la nourriture dans les poubelles des fast-foods et fait la manche. Elle faisait parfois des petits boulots journaliers, comme le ménage dans des maisons et sur des bateaux, le genre de travail pour lequel elle était payée en liquide et n'avait pas à présenter de pièce d'identité, parce que, de toute manière, elle n'en avait pas. Mais Brenda n'est pas restée seule tout ce temps. En fait, elle a même vécu dans un camping-car avec un homme appelé Jim. Mais cette relation a mal tourné,
Et lorsqu'elle a déménagé, elle est allée vivre dans une communauté de tantes subventionnée par la ville de Key West. Pendant son séjour en Floride, Brenda n'a dit à personne qu'elle avait des enfants ou qu'elle était mariée. Elle était généralement calme et parlait peu d'elle. Et quand on lui posait des questions sur sa vie, elle répondait qu'elle était veuve depuis des années et qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle se faisait appeler Kelsey Smith, et sous ce nom, elle avait désormais un casier judiciaire. Brenda a commis quelques infractions mineures, comme détention de marijuana, infraction au code de la route. Mais ensuite, elle a été accusée de faux pour avoir volé le permis de conduire d'une femme dont elle nettoyait la maison et l'avoir présenté comme le sien. Finalement, et après une récente arrestation pour violation de probation, elle a déclaré qu'elle était désormais fatiguée de fuir et fatiguée de mentir. Cela faisait 13 ans et elle voulait redevenir Brenda Heist. Le détective Schofield est abasourdi et il en veut un peu à Brenda aussi. Il lui montre des photos de ses enfants qui sont maintenant grands. Et là, Brenda fond en larmes. Elle répond qu'elle pensait à eux tous les jours, mais qu'elle ne parvenait pas à les rejoindre. Durant toutes ces années, elle se disait qu'ils étaient mieux sans elle, qu'il fallait continuer ce qu'elle avait commencé. Et c'est au détective Schofield à qui revient le fardeau de contacter la famille de Brenda. Imaginez la scène, de devoir dire à ces deux jeunes adultes que leur mère n'est finalement pas morte, qu'elle a juste décidé de les abandonner quand ils étaient enfants. C'est vraiment terrible. Ellie, alors, il a été soupçonné pendant 13 ans. À cause de ça, il a eu énormément de mal à retrouver du travail. Il est passé à un cheveu de la banqueroute. Et comme vous pouvez l'imaginer, son ex-mari et ses enfants, désormais adultes, n'accueillent pas chaleureusement la nouvelle de sa résurrection. Ils sont même vraiment en colère. Ni Morgan ni Lee Jr. ne souhaitent revoir leur mère. Et Morgan fait même part de ses sentiments envers sa mère sur Twitter. Je cite « Tu mérites de pourrir en enfer pour ce que tu m'as fait. » Ça ne va pas être facile pour Brenda de redevenir Brenda Heist, surtout avec des accusations en cours contre elle en Floride pour violation de probation. De plus, il apparaît finalement que le récit de Brenda sur son séjour en Floride n'était pas entièrement véridique. Évidemment, son histoire a fait la une des journaux, et c'est là que certaines personnes ont commencé à se manifester et à dire que la vie de Brenda en Floride n'a pas toujours été aussi sombre que ce qu'elle affirme. Selon certains, il y a eu des périodes où elle a vécu heureuse, elle a habité avec des colocataires, elle sortait avec des gens, buvait, nageait, se faisait bronzer, avait un travail. On peut donc vraiment comprendre la douleur et la colère que ses enfants ont dû ressentir lorsqu'elle a refait surface. Et même si elle n'a pas été inculpée en Pennsylvanie en lien avec sa disparition, car on peut légalement disparaître, elle a été arrêtée et emmenée en prison dans le comté de Santa Rosa, accusée de ne pas s'être présentée à son agent de probation. Elle a été condamnée à 1 an de prison, mais n'a purgé que 6 mois. Après sa sortie, elle est partie vivre avec sa famille, pas avec Lee et ses enfants, mais avec sa famille à elle, au Texas. Je ne sais pas si elle a pu renouer avec ses enfants, s'ils ont fini par la pardonner. C'est vraiment une histoire tragique. Je pense que Brenda avait probablement quelques problèmes de santé mentale au moment de sa disparition. Qu'ils étaient certainement bien cachés et que les circonstances de la vie ont fait que finalement, elle a vrillé. Et donc, elle a préféré fuir tous ses problèmes. Elle s'est enfuie. Mais souvenez-vous ce jour-là, elle a dit à ses enfants à plusieurs reprises qu'elle allait aller au magasin et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter si elle n'était pas là à la maison quand ils rentreraient de l'école. C'est un peu curieux. Et si finalement la décision n'avait pas été si impulsive que ça ? C'est ce genre d'histoire qui nous fait réfléchir au cas de disparition. Combien de ces disparitions sont voulues ? Pendant 13 ans, les gens pensaient que Brenda Heist était morte, comme dans beaucoup d'affaires criminelles. Mais ensuite, elle est réapparue. Et c'est ainsi que Brenda Heist a été mystérieusement découverte. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous